Salut, c'est Thomas Rozek. Tout récemment, dans ce podcast, nous vous avons re-raconté l'histoire de l'entrée en guerre de la France au Mali. Comment et surtout pourquoi, au tout début de l'année 2013, il a été décidé d'engager les troupes de notre pays dans un conflit qui, depuis, ne s'est pas arrêté. Au contraire, il a même muté d'une question locale de défense de la stabilité d'un pays ami, le Mali donc, menacé par des groupes armés se revendiquant pour partie de l'islam radical. On en est arrivé à une situation bien plus alambiquée, plus diffuse aussi. Officiellement aujourd'hui, la France, via l'opération Barkhane, est en guerre non plus au Mali, mais dans le Sahel, une zone gigantesque, contre un ennemi qualifié très globalement comme étant les djihadistes, un terme qui recouvre une réalité très complexe qu'on a eu envie de mieux comprendre. Qui sont ces fameux djihadistes contre lesquels se mobilise l'armée française ? Qui compose ces groupes armés et se battent-ils vraiment tous uniquement dans un but religieux ? Qu'est-ce que l'on sait de leurs alliances, de leur soutien, de leurs oppositions éventuelles ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre invité pour en parler, c'est mon confrère Rémi Carayol, journaliste indépendant, spécialiste du Sahel. Il écrit notamment pour Mediapart, pour Le Monde diplomatique et pour L'Orient 21, site pour lequel il a signé il y a quelques mois un long article sur ces questions qui nous occupent. J'ai commencé par lui demander tout simplement contre qui la France se bat au Sahel. C'est une très bonne question, c'est la question essentielle. En fait, l'ennemi, entre guillemets, a évolué. Lorsque l'opération Serval a été lancée en 2013, il s'agissait de combattre les groupes djihadistes qui, pour la plupart, étaient formés de combattants et de chefs, surtout venus de l'Algérie, issus du mouvement du Fils et de la guerre civile. Et puis, au fil des années, en fait, l'ennemi, encore une fois, entre guillemets, a évolué. Parce que les groupes ont muté et se sont devenus, au fil du temps, des groupes qui se sont endogénéisés, qui ont été rattachés à une zone et qui ont recruté surtout localement. Donc l'ennemi n'était plus étranger au pays dans lequel l'armée française intervenait. L'ennemi était un citoyen de ce pays, en fait, qui avait pris les armes pour tout un tas de raisons. Certains pour des ambitions religieuses, effectivement, pour imposer un projet de vie basé sur une vision de la charia, mais tout un tas d'autres personnes pour tout un tas d'autres raisons, en fait, qui n'ont parfois rien à voir avec la religion. La difficulté supplémentaire, c'est que la zone de combat qui au début était très circonscrite, qui était vraiment le nord du Mali, enfin le Mali puis le nord du Mali, là aussi c'est beaucoup étendu, c'est devenu un combat beaucoup plus diffus. À l'image de l'opération, quand elle est devenue Barkhane, c'est-à-dire en 2014, un an après le lancement de Serval, c'est une opération qui est passée d'une opération sur un seul territoire, le territoire malien, c'est passé sur 5 pays. La Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Il se trouve que finalement, ils ont devancé quelque part l'évolution des choses, parce qu'effectivement, alors que quand l'armée française intervient en 2013, les groupes se situent dans le nord du Mali, ils ont pris le contrôle des grandes villes du nord du Mali, qui sont Kidal, Tombouctou et Gao. Aujourd'hui, on est dans une situation où ils sont encore présents dans le nord du Mali, ils ne contrôlent plus de villes, mais ils sont encore là. Ils sont dans le centre du Mali, dans la région de Mopti, dans la région de Ségou. Maintenant, ils sont dans le nord du Burkina Faso, ils sont dans l'est du Burkina Faso, ils sont dans le nord-ouest du Niger, et ils continuent à descendre. On commence à en voir un peu au sud du Burkina Faso, un peu au sud du Mali. Peut-être qu'un jour, ils arriveront en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana, au Togo, en tout cas dans les pays côtiers. Donc, effectivement, les insurrections djihadistes, j'emploie le pluriel parce que ce sont différents groupes qui ont parfois différents objectifs. Les insurrections djihadistes s'étendent dans tout un tas de pays. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Mais est-ce qu'on sait si ça s'étend, si ça se déplace, si ça se multiplie ? Ça se multiplie et ça se déplace. C'est-à-dire que ça se multiplie dans le sens où de nouveaux groupes sont apparus. En général, ils sont liés les uns aux autres, mais ils ont quand même une forme d'autonomie. La Katiba Massina, par exemple, qui œuvre dans le centre du Mali, elle est liée à la base au groupe Ansardine. Ansardine, c'est lui-même une déclinaison de Al-Qaïda au Maghreb islamique, une déclinaison Touareg, et ce groupe, quelque part, a lui-même essayé
s'aimer des petits un peu partout. Et la Katiba Massina, qui est dirigée par Amadou Koufa, qui est un prédicateur Peul très connu dans la région, se bat dans cette zone du Massina, en fait. Voilà. Même si elle aussi, elle s'étend. Et il y a eu d'autres groupes qui se sont créés. Au nord du Burkina Faso, c'est un groupe autonome, lui aussi. Dans l'est du Burkina Faso, on a encore du mal à identifier, mais c'est un groupe autonome qui serait lié à l'autre grand groupe actif dans la région, c'est l'État islamique. Voilà. Donc, il y a eu une multiplication des groupes, mais il y a aussi une extension, c'est-à-dire que la Katiba Massina, qui au début opère dans le Massina, donc en gros c'est le delta intérieur du Niger, on est dans la région de Mopti, petit à petit descend et opère dans ce qu'on appelle le pays d'Ogon, qui est voisin du Massina, et puis opère maintenant même en territoire burkinabé, Burkina Faso. Donc on est dans cette double évolution en fait. Est-ce qu'on les répertorie, ces groupes ? Est-ce qu'il y a un moyen de savoir combien ils sont, qui ils sont ? Est-ce qu'on les connaît vraiment ? Oui, on connaît les groupes. On a une idée assez précise aussi de leur chaîne de commandement. Ce qui est très difficile à évaluer, par contre, c'est où ils se trouvent, jusqu'où ils vont en fait. Parce que, en fait, comment ils fonctionnent. Donc ces groupes sont installés dans une zone précise, mais parce qu'ils cherchent à s'étendre, ils envoient des éléments, des éclaireurs en quelque sorte, créer des cellules en divers endroits en fait. Une cellule au début c'est 2-3 personnes, puis après ça devient 10 personnes, puis 15 personnes. Et ils en envoient partout. Donc en fait, des cellules comme ça, il y en a quasiment partout, au Burkina, au Mali, au Niger, peut-être même dans d'autres pays côtiers, il y en a quasiment partout. Mais ils n'ont pas aujourd'hui d'existence, on va dire, officielle, parce que même lorsqu'ils lancent des attaques, souvent c'est contre un poste de gendarmerie ou un poste de police, pour la simple raison qu'ils ont besoin de s'équiper, en armes, en munitions, en matériel roulant. Lorsqu'ils lancent ces attaques, ils ne revendiquent rien. Il n'y a pas de revendication en sardine, Katiba Massina et tout ça. Donc ça peut être aussi des bandits des fois. Mais bon, en général, les bandits s'attaquent rarement à un poste de sécurité. Donc on a une idée assez rapidement que ce sont des cellules djihadistes. Mais c'est très difficile à évaluer en fait finalement leur présence et c'est très évolutif. Ils vont dans une zone, ça marche, ils y restent, ça marche pas, ils repartent, ils vont ailleurs. Est-ce qu'on sait qui compose ces groupes ? Qui sont les combattants djihadistes ? Il y a eu beaucoup d'études en fait qui ont été faites auprès notamment d'ex-djihadistes, soit qui avaient été arrêtés, donc qui ont été interrogés en prison, soit qui avaient décidé d'abandonner le combat et qui se cachaient ou en tout cas essayaient de retrouver une vie normale mais en se cachant parce que quand on quitte ces groupes, on est menacé par ces groupes évidemment. Donc il y a pas mal d'études qui ont été faites et ce qu'on peut en dire, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que la plupart ce sont des jeunes hommes. Qui ont pris les armes pour tout un tas de raisons différentes. Certains se sont retrouvés là par hasard. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai rencontré un jeune, mais vraiment qui était jeune. Quand je l'ai rencontré, il avait 20 ans, mais quand il s'est engagé, il en avait 16. Qui s'est retrouvé dans un groupe armé. Lui, ce qu'il voulait, c'était rejoindre l'Europe. Donc, il avait commencé à prendre la route de l'Europe. Et pour ça, il devait pour financer son voyage, quand il arrivait dans une ville, il essayait de trouver du travail, il travaillait un peu, puis il passait à l'étape suivante. Et là, il a rencontré quelqu'un un jour qui lui a dit « Mais tu sais, moi j'ai un moyen que tu gagnes de l'argent assez facilement, viens avec moi ». Et là, il s'est retrouvé dans un groupe armé, il a suivi une formation militaire, une formation religieuse dans une forêt, et puis il s'est retrouvé à mener des opérations avec ce groupe armé. Jamais il a eu l'intention d'imposer des règles religieuses et tout ça. Il est musulman, comme tout le monde à peu près dans cette zone, mais bon, c'était vraiment pas sa considération. Donc il y a ce type-là. Il y a des gens qui s'engagent parce qu'on leur promet de l'argent et qu'on est dans une région très pauvre. Il y a des gens qui s'engagent parce que, par exemple, une milice, parce qu'il y a beaucoup de milices dans cette zone, ou même l'armée de l'État dans lequel il se trouve, a tué un membre de sa famille ou plusieurs membres de sa famille et qui veut se venger tout simplement, et que quand on veut se venger, on rejoint l'ennemi de celui qui a tué quelqu'un de votre famille. Donc toutes ces raisons sont en fait très différentes et on retrouve dans ces groupes des gens qui y sont pour des raisons très différentes et souvent vraiment très éloignées encore une fois de la religion. Et qui ont pour dénominateur commun, la plupart, ils sont le fruit quelque part d'une injustice ou ils sont le résultat en fait d'années et d'années de défaillance des États, d'absence de développement, d'injustice économique ou même d'injustice tout court, qui fait que on prend les armes. Il y a aussi des associations
opportunistes, des fois, entre des luttes locales, on va dire, avec des revendications locales très précises, et qui se retrouvent en fait à porter un emblème djihadiste qui n'est finalement que de l'affichage. Tout à fait. C'est pas que de l'affichage, mais disons que pour certains qui décident de prendre les armes pour justement un combat précis qui n'a rien à voir avec la religion, très vite en fait ils se trouvent confrontés quand même à une problématique qui est je suis face à une armée ou je suis face à une milice qui est peut-être plus forte que moi. Donc j'ai quand même besoin de m'allier avec quelqu'un qui pourra me défendre. Voilà. Et souvent donc on se tourne vers ces groupes djihadistes qui sont à même de leur fournir une formation militaire, de leur fournir les armes. Et c'est comme ça parfois qu'on se retrouve. Et c'est vrai que ce sont des enjeux souvent qui sont très locaux en fait, qui sont liés à l'exploitation des terres, qui sont liés à des questions, des conflits entre éleveurs et agriculteurs pour l'exploitation de la terre ou pour l'utilisation de champs, de pâturages. Il faut savoir qu'on est dans une zone en fait, notamment le centre du Mali, mais aussi le Burkina, le Niger, où en fait depuis toujours il y a cette coexistence qui n'est pas pacifique, qui est conflictuelle entre éleveurs et agriculteurs, parce qu'on est dans une situation d'activités qui peuvent être complémentaires selon les saisons, mais qui sont parfois pas complémentaires et en concurrence. Et donc on se retrouve dans cette zone où finalement ces conflits qui ont toujours existé, aujourd'hui ils sont exacerbés à la fois par la présence de groupes armés, par l'explosion de la présence des armes de guerre, c'est-à-dire qu'avant on se battait avec des bâtons, limite avec des vieux fusils traditionnels, aujourd'hui on se bat avec des calages, donc forcément ça empire toutes les situations, mais aussi dans un contexte où en fait, à cause de la croissance démographique, à cause du réchauffement climatique qui pousse les gens vers le sud en fait, parce que le désert avance, fait que il y a une concentration en fait dans des zones qui restent aujourd'hui vivables et qui sont de moins en moins nombreuses en fait dans cette zone. À quel point ces différents groupes donc, qui se battent au Sahel sont unis les uns avec les autres ou au contraire s'affrontent les uns les autres? On est en pleine interrogation en ce moment par exemple parce que donc on sait que donc comme j'ai dit il y a plusieurs groupes mais il y a deux machines de guerre vraiment deux franchises qui sont d'un côté Al-Qaïda et de l'autre côté l'État islamique. Et ces groupes sont liés soit à Al-Qaïda, soit à l'État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique, qui par ailleurs dans d'autres zones du monde s'affrontent, dans cette zone ne s'affrontent pas. Ils contrôlent des territoires relativement différents et il y a une sorte de modus vivendi, d'accord tacite passé entre ces groupes pour ne pas s'affronter parce qu'ils ont un ennemi commun. Cela étant dit, ces derniers temps, on a vu des affrontements entre des partisans de l'un et de l'autre groupe parce que, par exemple, l'État islamique, et via sa branche sahélienne qui est l'État islamique au Grand Sahara, est en train de gagner du terrain et d'avancer notamment au Burkina et dans le centre du Mali. Et il se trouve dans des territoires qui étaient jusque-là contrôlés par des groupes qui sont eux liés à Al-Qaïda. Et il y a une concurrence qui se met en marche, d'autant que ce sont deux groupes avec quand même des philosophies relativement différentes, notamment en matière de contrôle des populations et des territoires. Al-Qaïda essaye de contrôler les territoires en fonctionnant avec les populations locales et notamment avec les chefferies, en essayant de trouver un mode de vie pour que tout le monde s'accorde, tout en imposant leurs règles. L'État islamique laisse libre champ à ces éléments qui peuvent s'adonner à des actes de prédation, à des violences contre les civils, ce qui fait qu'ils attirent un certain nombre de personnes qui étaient déjà dans le banditisme en fait et qui voient là une possibilité en fait de continuer à mener des actes de banditisme, des vols, des viols, tout un tas de choses comme ça et qui fait que il risque d'y avoir une confrontation de plus en plus importante parce que ce sont quand même deux philosophies relativement différentes. Est-ce qu'on sait quelle est la proportion, ou est-ce qu'on a une idée au moins de la proportion d'enrôlés de force dans ces groupes djihadistes, de malgré nous? Non, on n'a pas d'idée chiffrée. Mais c'est un phénomène qui existe. On sait que c'est un phénomène qui existe. Surtout, alors on en a assez peu parlé parce qu'on est resté vraiment sur la zone Mali, Niger, Burkina, mais surtout du côté de ce qu'on
de Boko Haram. C'est-à-dire que là, on descend un peu et on vient dans la zone du lac Tchad, avec les pays concernés qui sont le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun. Boko Haram, là aussi, il y a eu une dissension. Aujourd'hui, il y a deux groupes. Il y a un groupe qu'on continue d'appeler Boko Haram, et il y a un autre groupe qui s'appelle ISWAP maintenant, qui est en fait l'État islamique, qui est lié à l'État islamique. Bon, il se trouve que Boko Haram, dans le passé, a réalisé énormément de recrutements forcés. C'est-à-dire que quand ils arrivaient dans un village, ils forçaient les populations, les femmes, les enfants et les hommes, à les suivre. Et à les suivre dans leur sanctuaire, dans leur camp, qui étaient dans des forêts ou qui étaient sur des îles du lac Tchad. Et là, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, ils enrôlaient des hommes de force pour se battre. Les femmes menaient les travaux que mènent les femmes dans les villages. Des hommes menaient également les travaux, pêcheurs, bouchers, qui mènent. Et puis d'autres étaient enrôlés de force. C'est un phénomène qui a été très très important du côté de Boko Haram. C'est un phénomène qui est beaucoup moins important dans la zone Mali, Burkina, Niger, où on va dire, les enrôlés de force, c'est pas des gens qui ont été quelque part kidnappés par les groupes armés, c'est des gens parce que, comme je disais, ces groupes contrôlent des zones, ils s'entendent avec des chefs, notamment des chefs traditionnels, et que, quelque part, quand ils contrôlent une zone, ils obligent un peu les familles à leur fournir quand même un peu de main-d'œuvre, entre guillemets, et donc un enfant de la famille va être envoyé pour combattre. Voilà, c'est pas tout à fait la même méthode. Est-ce qu'une des raisons qui explique les difficultés que rencontre l'armée française sur ce territoire depuis plusieurs années est liée au fait qu'elle ne cherche pas à savoir qui précisément elle affronte. Elle a tendance à percevoir les djihadistes comme étant un tout uniforme et non pas d'essayer de saisir la complexité, la grande variété des combattants qu'elle a face à elle. Alors en fait, je pense que l'armée essaye de saisir la complexité et a saisi cette complexité. Elle a mis un peu de temps, mais elle a saisi. Mais par contre, dans les discours, que ce soit des hommes politiques ou des chefs de cette armée, ça n'est pas dit officiellement. Parce que, en fait, c'est logique. Si on commence à entrer dans les détails de cette situation, elle n'a plus rien à voir avec la situation qui a amené la France à intervenir en 2013. On n'est plus, comme on le disait, dans un combat contre le mal absolu, qui serait le djihadisme global, mondialisé. On est dans un combat contre des insurrections locales qui effectivement prennent l'accoutrement d'un combat religieux, mais qui n'ont pas grand-chose à voir. Si on commence à rentrer dans cette subtilité, va se poser la question, mais finalement, que fait l'armée française dans cette zone ? Puisque elle se trouve finalement confrontée à des insurrections locales qui concernent les pays, en fait. Donc, mais ça, ils en sont conscients maintenant. D'ailleurs, on a bien vu ces derniers temps une évolution. On a bien vu que, alors qu'il y a quelque temps, on disait la France est là pour longtemps, aujourd'hui, on commence à dire au niveau du pouvoir, peut-être qu'on peut partir bientôt. Et ça s'explique parce que, il y a des difficultés, parce qu'il y a des morts de soldats français, mais aussi parce qu'ils ont bien compris qu'on n'est plus du tout dans la même situation qu'en 2013. Malgré tout, il reste quand même, pas qu'on ait l'air de dire que la proportion du combat religieux n'existait pas du tout, il reste quand même, au sein de ces groupes djihadistes, j'imagine, des combattants qui sont réellement des combattants djihadistes. Oui, déjà les chefs de ces groupes ont un projet politique. Un projet politique basé sur l'application de la charia, une application stricte de la charia telle qu'ils, eux, l'entendent. Donc ça, c'est évident. Ce sont des groupes qui portent un projet politique. Leur chef porte ce projet politique. Dans le recrutement, le projet politique est un moteur parmi plein d'autres. Ce que l'on sait aussi, c'est que les lieux de recrutement sont quand même encore des lieux où on pratique la religion, que ce soit des écoles coraniques. Ils recrutent beaucoup chez les talibés. Les talibés, ce sont en fait des élèves qui suivent un prédicateur ou un marabout qui leur enseigne la religion, qui sont souvent des gens qui ont été des enfants, qui ont été envoyés très jeunes suivre cet enseignement religieux, qui n'ont pas toujours eu un enseignement religieux finalement très subtil, qui est resté vraiment à la base de la religion, et qui se retrouvent quand ils ont 15, 16, 17, 18 ans,
qui se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, qui n'ont plus vraiment de contact avec leur famille et donc qui prennent les armes, qui sont recrutés comme des soldats. Donc la dimension religieuse, elle est encore essentielle. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que ce sont tous des fous de Dieu comme on voudrait nous le faire croire en fait. Toutes ces questions, elles en appellent évidemment d'autres, notamment l'influence du passé colonial français dans ses décisions militaires, mais c'est un sujet pour un tout autre épisode. Merci à Rémi Carayol pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.